À l'origine, le mot symbole était employé pour désigner un objet, coupé en deux morceaux, dont chaque propriétaire conservait une partie, pour se rappeler un serment ou une dette. Les détenteurs pouvaient transmettre cette part d'objet à leurs enfants, fixant ainsi dans le temps la mémoire d'un ancien engagement. Le moment venu, en rapprochant les morceaux, les personnes renouaient contact, comme si elles avaient utilisé un mot de passe. Elles se rappelaient ainsi leurs dettes, matérielles ou spirituelles, ou se reconnaissaient comme ayant appartenu à la même famille ou communauté. Le symbole est donc avant tout un signe de reconnaissance, mais aussi de rapprochement. Il est une passerelle entre deux mondes. Les couleurs sont des symboles, car elles sont autant de voies permettant de rétablir l'unité dont elles ont été séparées. Elles conservent dans leur propre mémoire le souvenir du temps où elles étaient lumière, comme l'homme porte en lui la mémoire d'un paradis perdu, la mémoire d'une autre partie dont il a un jour été séparé, la mémoire d'un temps où lui et cette autre partie ne faisaient qu'un. Il y a 50 ans, Dubaï était une petite ville en bordure du désert. En quelques décennies, près de 600 gratte-ciel ont surgi du sable. Et 2 millions d'expatriés sillonnent aujourd'hui les rues de cette oasis de liberté au Moyen-Orient. Les anciens Émiratis ne reconnaissent plus la ville dans laquelle ils sont nés. Dubaï a-t-elle perdu son identité? A-t-elle perdu son âme? Pour moi, Dubaï était une ville sans âme, une ville riche en surface mais spirituellement pauvre, une ville sans passé qui ne s'intéresse qu'au futur proche, augmentant son empreinte écologique, exploitant des milliers d'ouvriers sur des chantiers pharaoniques. Dubaï, le temple du consumérisme, un des endroits du monde où on est le plus incité à acheter. Mais est-ce que Dubaï se limitait à ça? Et si ce voyage était l'opportunité de remettre mes croyances en question, de faire moi-même l'expérience de la ville, au lieu de juger sans savoir? Gabriel Malika avait vécu 10 ans à Dubaï avant de revenir en France. Le roman qu'il avait écrit là-bas avait une approche plus humaine que tout ce que j'avais pu voir sur cette ville. Avant même d'avoir terminé le livre, je contactais la maison d'édition pour qu'elle me mette en relation avec Gabriel Malika. Et quelques jours avant mon départ pour les Émirats, j'enregistrais notre conversation téléphonique. Cette espèce de terre un peu étrange, qui n'a pas de passé, qui est totalement tournée vers l'avenir, avec des gens de tous les côtés qui essaient d'inventer un truc, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, qui est plutôt les Nations Unies de la carte bleue, parce que c'est quand même là où se déverse toute l'Asie, tout le Moyen-Orient, tous les ex-pays de l'Union soviétique, pour dépenser, pour s'éclater un peu. Et malgré tout, il y a une espèce de forme je sais pas, il y a une profondeur mais j'ai l'impression que tout le monde ne la voit pas. Et en général, les gens qui restent un week-end, ils ne la voient pas. Il faut du temps pour la voir. J'avais 8 jours, à la fois beaucoup et très peu. 8 jours pour passer de l'autre côté du miroir et percer le mystère de cette ville hors du commun. 8 jours pour découvrir et filmer quelque chose d'invisible. La lumière est invisible. Pourtant, elle rend notre monde visible. En traversant la matière, la lumière révèle la couleur. Et si l'âme était semblable à la lumière, invisible, mais pourtant capable de rendre notre monde sensible, coloré, animé? Ma première révélation qui m'a donné envie de découvrir cette ville et ce pays, ça a été le vieux Dubaï.
En fait, souvent, quand je fais mes tours, je dis un petit peu sur le ton de la plaisanterie que je me sens en croisade. Ma croisade à moi, c'est un petit peu de montrer à mes touristes, aux gens qui viennent découvrir ce pays, ces différents aspects et de les voir juste sous un œil simple, mais qui est aussi très intéressant pour dépasser un petit peu, c'est toujours pareil, tous ces a priori, toutes ces choses que l'on peut des fois voir de façon très superficielle quand on n'est pas sur place. À Dubaï, il y a l'ancien à l'échelle du pays, qu'ils préservent beaucoup. Ils sont très attachés à leur héritage culturel, même si nous, on le trouve un petit peu mince. Mais c'est parce que c'est une culture itinérante, c'est une culture bédouine. Et donc, une culture bédouine, forcément, n'a pas d'attache, n'a pas de lieu où construire quelque chose de solide, puisqu'elle se déplace tout le temps. Et ils étaient obligés de le faire, compte tenu du climat assez dur de la région. Mais ils ont développé quand même une culture de la poésie, par exemple, qui est très forte, de la poésie comme véhicule d'histoire, véhicule d'idées. Notre calendrier, ça c'est le calendrier égyrien. En fait, c'était le poète officiel de la famille Al Maktoum. L'esprit de la personne lui demande de réaliser des mauvaises choses, mais son âme lui demande en fait de faire de bonnes choses. Il faut s'arrêter un petit peu à Dubaï et chercher à voir plus loin que la façade. Beaucoup de gens reprochent à Dubaï que c'est une ville factice. Ce n'est pas une ville factice, c'est une ville neuve. Et comme on n'est pas habitué à avoir des villes neuves, surtout en Europe, qui est quand même le vieux continent, donc un pays empreint d'histoire et donc de choses qui sont ancrées dans les mœurs depuis longtemps, on n'est pas habitué à voir quelque chose de neuf et à prendre ça comme quelque chose de vrai. Et le préjugé qu'ont les gens, c'est que parce qu'il y a de l'argent, tout est facile. Et que le succès de Dubaï est dû à l'argent qui est disponible dans le pays. Alors, si ça c'était vrai, tous les pays du Golfe en seraient au même niveau. Or, ce n'est pas le cas. Dubaï et plus largement les Émirats ont progressé grâce à une vision. Et si on fait des parallèles avec l'histoire française, par exemple, ici on est dans une dictature éclairée. Et le mot dictature n'est pas employé de manière négative. C'est une vision qui est animée d'une force qui lui permet de mettre en place cette vision rapidement et de manière très efficace. Et je pense que c'est cette vision qui a fait le succès de Dubaï, beaucoup plus que l'argent qui est disponible, parce que l'argent sans intention, sans vision, ne mène à rien. Dubaï serait donc en grande partie le fruit de la vision de ses dirigeants. Mais l'âme de la ville y était-elle pour quelque chose ? Chaque personne à qui je parlais de mon projet situait l'âme de Dubaï à un endroit différent. On m'a dit que son âme était la crique, ou encore le vieux Dubaï, le cœur historique de la ville. Quelqu'un m'a dit que pour trouver son âme, je devais aller dans le désert. On m'a dit aussi que l'âme de Dubaï était l'ensemble des personnes qui y vivent. Une des premières choses qui m'intéressait dans la recherche de l'âme de Dubaï était la découverte de ses symboles. Il y avait bien sûr les grands symboles de la ville, les monuments qui font la fierté du monde arabe. À côté des symboles de grandeur et de puissance, d'autres symboles m'intéressaient plus particulièrement. Couleurs, formes, nombres, lettres, animaux, archétypes. Par le symbole, je me relie à plus grand que moi. Le symbole conduit vers l'unité. Et si les symboles étaient le langage de l'âme ? Et s'ils étaient une passerelle entre les mondes visibles et invisibles ? En empruntant cette passerelle, pourrais-je entrevoir l'âme de Dubaï ?
Ici, j'ai jamais eu le sentiment d'être jugée parce que j'étais une femme ou parce que j'étais d'une autre religion. Et je trouve que c'est l'ouverture sur les autres qui est intéressante. Mes 3 enfants, il y en a un qui est né à Paris, mais les 2 autres sont nés à Dubaï. Pour eux, quelqu'un qui est musulman ou qui est bouddhiste ou qui est chrétien, ça ne les choque pas du tout, c'est normal et ça fait partie de leur vie de tous les jours. Ce que s'est plus révélé dans mon cas, c'est une découverte de cette religion musulmane que je connaissais très très mal. Et ici, ils ont une façon très ouverte finalement d'en expliquer ces préceptes. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon travail, j'apprécie de faire découvrir des mosquées, de faire découvrir tout ce qui détermine la pratique de cette religion à des non-musulmans. Et pas plus tard qu'hier, en fait, j'avais un enfant de 12 ans qui, à la fin de la visite de la mosquée, est venu me voir et m'a dit « Je suis content parce qu'en fait, je suis rassurée. » Et pour lui, en fait, je trouve qu'il avait besoin de réponses et qu'ici, finalement, on obtient ces réponses. L'âme de Dubaï est difficile à saisir parce qu'elle est changeante. Et d'une certaine manière, si on doit l'illustrer avec une personne, j'aurais tendance à dire que c'est la femme émirienne. Parce que la femme émirienne, la femme arabe en général d'ailleurs, a souvent été en retrait dans la culture du Golfe, et ce depuis longtemps, d'un point de vue purement historique et culturel. Et aux Émirats plus particulièrement, la femme a maintenant beaucoup plus d'opportunités qu'avant. On les met en avant dans le gouvernement, puisqu'il y a presque la moitié du gouvernement émirien qui est composé de femmes. On leur donne des opportunités professionnelles, on leur donne l'autorité nécessaire à une femme pour s'affirmer au-delà du foyer. Et les femmes ont compris que c'était une opportunité très précieuse et se sont engouffrées dans la brèche. Et je trouve qu'elle symbolise très bien le côté à la fois culturel, professionnel et social du pays. Dans l'atelier de son oncle, cet Indien découpe des plaquettes en verre destinées aux tests sanguins. Interpellant quand on sait que, selon plusieurs traditions, l'âme est dans le sang. J'ai trouvé que ce qui représentait vraiment Dubaï, ce n'était pas tant la démesure de son architecture, mais plutôt ce mélange de sang, de race, de culture. Dubaï compte environ 10% d'émiratis et 90% d'expatriés. Et tous cohabitent de manière très facile entre eux, avec une criminalité quasiment inexistante, en tout cas dans la manière dont on le ressent au quotidien. L'exemple de mes enfants qui vont à l'école, dans une école anglaise, dans leur classe, il y a plus de 15 nationalités avec des couleurs de peau différentes, des religions différentes, fait que dans le quotidien, c'est normal d'être confronté à une autre histoire. Ce que je pense va être le futur, c'est leur donner les clés pour échanger avec n'importe qui et être capable de s'adapter à différentes façons de communiquer. Par exemple, quelqu'un qui vient d'Inde n'a pas le même langage corporel quand il dit oui que quelqu'un qui vient d'Europe. You're from India? Where in India? Kerala. Et pour moi, c'est une force incroyable. Partout où ils iront dans le monde, ils seront capables de s'adapter facilement, de rebondir et de démarrer quelque chose d'autre. Après, c'est un côté qui peut être un peu inquiétant aussi pour nous en tant que parents, c'est de se dire est-ce qu'ils vont réussir à être stables et à ne pas être toujours en recherche de quelque chose de nouveau, et est-ce qu'on arrivera à les faire revenir en Europe, par exemple, parce qu'ils ont connu que la vie ici. Donc ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
J'ai trouvé qu'à Dubaï, on trouve un peu comme dans les grandes villes comme New York, plusieurs îlots d'identité, plusieurs classes d'expatriés, qui ne se mélangent pas toujours, mais ceux qui se mélangent en tirent le plus, en fait. Au fil de mes rencontres, mon regard sur la ville et ses habitants était en train de changer. Et tandis que le voile de mes croyances tombait, c'était le ciel qui se voilait. À Dubaï, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. On ne parle que du beau temps et du beau temps, donc on n'en parle pas. Pourtant, c'était bien des nuages que je voyais flotter entre la terre et le paradis. L'âme de Dubaï essayait-elle de se cacher? Ou était-ce au contraire sa manière de se manifester? Anomalie, distorsion de la météo, Dubaï m'offrait une vision différente de celle que connaissaient la plupart des touristes. J'avais la chance de découvrir la ville sous un autre angle. En fait, il y a un tel contraste entre le consumérisme à tout va et cette forme de spiritualité un peu cachée que chacun réagit de façon différente. Et moi, j'ai vraiment réagi en consommant de moins en moins et en m'intéressant de plus en plus à la spiritualité là où elle était. Si vous voulez, ça a été intéressant parce que ça m'a vraiment permis de réanalyser la religion dans laquelle je suis né, dans la religion dans laquelle j'ai été éduqué. Et finalement, quand on est enfant, on ne peut pas trop y réfléchir, on n'a pas le recul nécessaire. Et cette espèce de transport dans cet autre pays complètement étranger vous oblige à vous regarder en fait, vous regarder en face, dans le miroir, à réfléchir sur vous-même. Et ça, je ne m'attendais pas. Je me suis repenché sur moi, sur ma place dans le monde, parce que ça aussi c'est important quand on dit place dans le monde, c'est-à-dire que Dubaï n'est pas simplement une terre arabe et musulmane, c'est la terre de tout le monde. Et vous allez voir, quand vous serez dans le métro, Michael, quand vous serez même au Dubai Mall, dans le centre commercial, quand vous allez voir le monde défiler devant vous, vous en serez très surpris. Vous allez voir à quel point c'est une ville globale, je parle de Blade Runner non sans raison. Vous allez voir à quel point on fait défiler devant vous des gens du monde entier et tout d'un coup, votre place devient toute petite. Moi, j'ai totalement changé de perspective en allant là-bas. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé dans ma note, c'est que le retour a été très difficile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas compris ce que j'ai retrouvé en France. C'est-à-dire que, en fait, quand on est à Dubaï, on apprend à regarder le monde à travers les yeux d'un Indien, d'un Pakistanais, d'un Philippin, d'un Arabe, etc. Et moi, j'ai vécu comme ça pendant 10 ans. On m'a appris que le sacré, c'est sacré. On m'a appris qu'on ne peut pas rire de tout. On m'a appris que l'ironie n'était partagée que par 10% du monde. Quand on fait des blagues ironiques avec un Indien, il vous regarde, il ne vous comprend pas. Donc, ça a été extrêmement violent
soulagement dans mon retour en France parce que je voyais que je n'avais plus le même regard sur le monde. Or, je vis dans un pays, la France, qui tente d'imposer son regard. C'est un préjugé culturel immense. On sent à Dubaï un esprit particulier et un esprit qui s'affranchit du hasard. Les choses sont faites ici grâce à une vision particulière, mais à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est un concours de circonstances qui est trop propre pour être uniquement une coïncidence. Ça n'est pas du tout une approche que j'avais avant d'aller à Dubaï et dans cette partie du monde. C'est-à-dire que pour moi, le côté on a une destinée, où il faut observer les signes, j'y croyais pas des masses. Là, je vous jure que très franchement, oui. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit non, c'est pas possible, je sais pas, faut que je fasse attention aux signes. Et depuis, j'y fais très attention. Dieu envoie son ange avec chaque goutte de pluie, disent les ésotéristes de l'islam. La pluie purifie, fertilise, transforme, détruit et guérit. Elle est le symbole des influences célestes reçues par la terre. Satwa est l'un des plus vieux et des plus authentiques quartiers de la ville. Dans son livre, Gabriel Malika dit de Satwa qu'elle est l'âme de Dubaï, la mémoire des souffrances et des sacrifices qui lui avaient permis de devenir une métropole moderne, car des promoteurs immobiliers avaient décidé de redévelopper certaines parcelles de ces quartiers, en chassant les familles, en démolissant les maisons et en les remplaçant par des villas de luxe. Did you sometimes see rain here in Dubai? Yes, sir. I see 3 years before. No. 3 years after coming rain. You saw rain 3 years before. Oh, yeah. And people is happy when it rains? People is happy, I don't know, sir. I am happy. I am very happy, no? Before 3 years. 3 years ago there was so much rain? Yeah. Dans ma vie, il nous est arrivé beaucoup de choses avec mon mari. On a été dans beaucoup d'endroits et je pense qu'il n'y a pas forcément de hasard, non. This is old Ikat textile fabrics from the central North Afghanistan. Yeah, they are all based off the old carpet. So we cut all the vintage, the old antique one, and we put together, so make it very look in modern art. This one is very old antique one. This one. Aujourd'hui, quasiment 20 ans après, tous ces petits hasards, finalement, m'ont permis de me construire telle que je suis. Ici, j'ai l'impression que tout s'est mis bout à bout et ça m'a permis de me réaliser tel que je m'imaginais avant, en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en accord avec moi-même. Actually, when the weather was, it was really good for us because People don't go to the beach, they come over here. Quelle que soit la force qui m'est mise sur ce chemin-là, je la remercie parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux et des portes. Et aujourd'hui, j'arrive à me retrouver dans la vie que je vis ici à Dubaï. Comme l'écriture a une partie importante dans ma vie, forcément, je crois beaucoup à la puissance des mots. Plus largement, au symbole des lettres et des chiffres, on m'a parlé souvent de numérologie et ça m'a beaucoup
intrigué. Plus récemment, on m'a exposé une théorie sur la numérologie et sur les années clés dans la vie et les chemins numérologiques qu'on a chacun. Et quand j'ai appliqué ça à ma vie personnelle, je me suis aperçu que tous les tournants dictés par la numérologie avaient eu lieu exactement aux années dites dans ma vie. Et un des tournants particuliers, c'était mon déménagement à Dubaï. Comme ça me parle plus, je pense que oui, les nombres, pour moi, ont une signification et font partie de ce déterminisme mystérieux qui font qu'on n'arrive pas toujours par hasard aux endroits où on se trouve et où certainement, moi, je ne suis pas là par hasard. Est-ce que le hasard existe ? Était-ce le hasard qui m'avait conduit à Dubaï en cette fin février 2017 ? Était-ce le hasard qui m'avait fait croiser la route de toutes ces personnes dont la rencontre m'avait semblé si familière ? C'était bien. Et qu'en est-il du lien qui m'unissait à cette ville que j'observais ? En physique quantique, l'observateur n'est pas séparé de la chose observée, comme si tout était lié, comme si tous les êtres vivants étaient connectés. À mes yeux, l'âme de Dubaï était partout dans la ville, dans l'ancien comme dans le nouveau, dans le luxe comme dans le dénuement. Son âme se trouvait dans ses contrastes et dans ses mélanges. Chaque jour, j'avais eu l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, comme si une force invisible m'avait tendu la main et donné le courage de m'aventurer en confiance sur la voie que j'avais décidé de suivre. Et en fait, une fois qu'on rentre dans cette dynamique, où on se dit, une fois qu'on a décidé quelque chose, on y va, et on n'a pas froid aux yeux, et on apprend au fur et à mesure. En tant qu'individu, en tant que particulier, c'est quelque chose de très très agréable, parce que tout d'un coup, on se donne l'autorisation d'oser. Et je pense que c'est ça que Dubaï a réussi à faire, a réussi à oser là où d'autres n'osaient pas, mais à oser de manière réfléchie, et à oser avec une vision d'ensemble. Une fois qu'on prend confiance dans cette vision et qu'on s'intègre dedans, tout peut arriver. Et souvent, tout arrive d'ailleurs.